Ce programme vous est proposé par Castelbeer. Castelbeer, le goût de la réussite. Je suis Afrique, terre de tous les hommes. Je suis toi, moi, lui, l'autre, fier d'entreprendre, de réunir, de réussir. Je suis Afrique. Mélange de vie, de langue, de couleurs, de parfums, de goût fort. Je suis libre, créatrice inspirée, sensuelle et vibrante. Je suis Afrique des réussites nouvelles. Castelbeer, le goût de la réussite. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition du magazine Carrière, le magazine qui vous aide à construire votre chemin vers le succès à travers des exemples concrets de réussite, mais également des focus sur les capacités d'innovation et de créativité de la jeunesse camerounaise. Ce soir encore, Carrière est en mode best-of et vous propose un véritable focus sur le Made in Cameroun dans toute sa splendeur. Que ce soit en success story ou dans la rubrique Entreprendre, découvrez 4 profils inspirants et intéressants de jeunes Camerounais qui mettent en valeur la production locale et qui sont devenus de véritables portes-étendards du vert ou jaune, même sur la scène internationale. Voilà pour le sommaire de Carrière, mais pour l'avoir dans le détail et connaître notamment les noms de ces 4 profils à découvrir ce soir, voici Jocelyne Zoandeng. Au menu de ce second best-of de la saison, Queen of Kaba et la cuisine de Nounou sont dans la rubrique Entreprendre. En success story, retrouvez le meilleur des parcours de Jean-Christian Téné et Ruben Binam. Enfin, dans le coaching du mois, Roland Kwemeng dit comment gérer toute démarche de conduite du changement. Ouvrons cette édition avec 2 initiatives pertinentes de 2 jeunes Camerounaises qui travaillent à la promotion et à la valorisation des produits du terroir et à la valorisation de l'expertise locale, le Made in Cameroun. D'abord avec Queen of Kaba qui a fait de la confection des tenues de mariage et des tenues de luxe son domaine dans la haute couture au Cameroun. Un endroit spécial mais surtout qui est devenu il y a quelque temps un centre de formation en référence pour la formation des futurs stylistes et modélistes de notre pays. Mais également avec la cuisine de Nounou aux saveurs bien de chez nous qui vous propose de revisiter, de redécouvrir les mets du terroir confectionnés de manière professionnelle. Tout ça est à découvrir dans le best-of de la rubrique Entreprendre. Bonjour, bienvenue à Queen of Kaba, je suis Karen Abondo et aujourd'hui je vais vous présenter notre atelier. Allez, venez. Le concept Queen of Kaba, c'est d'abord l'exclusivité. On a voulu montrer aux femmes qu'elles peuvent avoir des tenues exclusives juste pour elles. On peut avoir ce genre de modèle avec de la décoration dessus, comme on peut avoir des tenues hommes bien décorées, richement décorées, comme on peut aussi avoir des tailleurs, des robes de soirée et surtout des robes de mariage. Déjà petite, j'avais déjà ce comportement de vouloir toujours vendre quelque chose, créer en fait une solution à un besoin. D'ailleurs, quand j'ai commencé, je n'ai pas directement fait la couture. J'ai d'abord fait
le commerce général. J'ai vendu les mèches indiennes, par exemple, les cosmétiques. J'avais même un service de traiteur à un moment donné. Alors la couture m'a toujours intéressée. Je pense que je le tiens de ma grand-mère, qui est couturière retraitée, voilà, qui aujourd'hui ne peut plus coudre parce qu'elle ne voit plus bien. D'ailleurs, j'ai encore sa machine à coudre qu'elle m'a offert comme héritage. Alors je pense que notre essence, c'est vraiment l'exclusivité, c'est l'originalité. Nous faisons tout pour que chaque cliente soit originale, que chaque cliente soit unique. On fait tout pour ne pas répéter les modèles. Donc chaque cliente, même si elle a aimé un modèle qu'on a déjà fait, on fera toujours tout pour le personnaliser selon en fait la cliente. C'est ça, c'est l'exclusivité. Je pense que ce que nous avons apporté, c'est du renouveau. On a essayé d'utiliser des matières qu'on ne pensait pas pouvoir mélanger. Qu'on a fait, c'est déjà quelque chose d'innovant. Et je pense surtout qu'on a appris à la femme qui est principalement concernée par ce métier à être autonome. C'est-à-dire qu'on a redonné confiance aux couturières, en tout cas qui ont travaillé avec nous, à se prendre au sérieux et à bien gagner leur vie. Parce que beaucoup de couturiers n'ont pas assez de connaissances en notion de comptabilité, en gestion d'entreprise pour pouvoir bien gagner leur vie par rapport à ce qu'ils veulent faire. Donc, on voudrait en fait avoir des businessmen et des businesswomen qui sont des stylistes, modélistes, couturiers pour qu'ils apprennent à ne pas avoir peur du rapport entre leur expertise et ce qu'ils demandent pour faire ce service. Mon message à la jeunesse et à tous ceux et celles qui sont intéressés par ce grand métier qu'est le stylisme, modélisme, couture, est de ne pas perdre espoir. Qui ne tente rien n'a rien. Il faut d'abord essayer. Rater, ce n'est pas une fatalité. L'important, c'est de rater, de comprendre pourquoi on a raté. Et ça, c'est vraiment l'essence du métier d'être styliste, modéliste, couturier. Donc, je vous encourage à vous intéresser aussi à ce métier qui a beaucoup de débouchés et dont le domaine est encore libre. Il n'y a pas beaucoup d'experts dans le métier. Il y a assez de place pour tout le monde et je vous souhaite bon courage. Bonsoir à l'équipe de Carrière, je suis Manuela Essomba, la promotrice du restaurant La Cuisine de Nounou. La Cuisine de Nounou est un restaurant camerounais qui présente et qui met en avant les plats du terroir issus de la culture camerounaise. La Cuisine de Nounou est à la base une entreprise agroalimentaire. Nous transformons et commercialisons les épices locales, les fruits et les légumes du terroir. Là, on a du mbondomba avec les épices de poisson de la Cuisine de Nounou. On a du poulet, des dents de poulet braisées, voilà. Avec une petite sauce basquaise pour accompagner, du riz pilaf. Et aujourd'hui, on a choisi de faire un peu de coq. Le coqueton, il faut préciser, hein, parce qu'on voyage, parfois on prépare le coq des Bassa. On essaie de faire le tour des régions du Cameroun et on travaille également avec les saveurs africaines. On met en avant certains plats de l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique de l'Est et l'Afrique centrale. Alors ici, c'est notre unité de production où nous compterons encadrer les jeunes en fait à la transformation agroalimentaire. Voilà, nous avons ici leur plan de travail, nous avons ici les ensacheuses, c'est-à-dire qu'ici nous leur apprenons en fait à transformer des épices. Eux-mêmes ils ont leur formulation, donc ça sera plus facile pour chacun de venir ici à Bastos et de découvrir nos saveurs. Déjà, il faut dire qu'à la base, moi je suis ingénieur en génie logiciel et cadre de banque. Donc je sais très bien les difficultés qu'ont les femmes à pallier leur vie professionnelle à leur vie familiale normale. Et donc j'ai pensé à mettre sur pied en fait une gamme de produits pour leur faciliter la tâche en cuisine. Le projet de restaurant vient à la suite en fait de ma société agroalimentaire
qui fait des produits prêts à l'emploi pour faciliter la tâche aux femmes en cuisine et des produits 100% naturels. Donc c'est dans cette même logique en réalité que j'ai pensé à faire un concept de fourche à la fourchette pour essayer de faire déguster davantage aux gens notre savoir-faire en agroalimentaire. Donc ici, nous collaborons avec des coopératives agricoles de femmes rurales, nous collaborons avec des producteurs notamment de porc, de bœuf et de légumes, voilà, qui nous fournissent la matière première. Et nous, notre essence, en fait, c'est la transformation. En innovation, au niveau de l'agroalimentaire, on a mis sur pied des gammes de moutarde. On a fait des moutardes pimentées, des moutardes aux fruits. En termes d'innovation, on a mis l'accent sur le concept de fourche à la fourchette. C'est-à-dire, ce que vous mangez, c'est ce que nous produisons. C'est ce que nous produisons à travers nos partenaires, en fait. Donc, on est vraiment sur quelque chose où, au niveau de la qualité, tout est suivi. Au niveau du RSE, tout est suivi. Donc, on met vraiment l'accent sur les saveurs du terroir. Bien sélectionné, sain, naturel. Aux jeunes qui me suivent, c'est de rester concentrés, de ne pas toujours copier ce que les autres font parce que ça semble être bien, parce que chacun a ses réalités. Et surtout, formez-vous. Faites une mise à nouveau et soyez toujours à l'affût de l'information. Il faut avoir un bon business plan bien encadré avec votre environnement. Il faut faire très attention sur le choix des activités que vous voulez faire. L'innovation, c'est bien, mais surtout l'adapter à votre environnement, c'est mieux. I am Africa, land of all mankind. I am you, me, him, them. Proud to create, to unite, to succeed. I am Africa. A mixture of life, languages, colors, flavors. I am free, inspired creator, sensual and vibrant. I am Africa of new success stories. Castle Beer, the taste of success. Je vous propose à présent d'aller à la découverte des deux profils que nous vous avons réservés pour ce best-of de carrière. Il s'agit de deux personnes aux parcours inspirants qui travaillent au quotidien à la promotion et à la valorisation du 237. D'abord, un agro-industriel de talent et de succès. Jean-Christin Téné transforme les produits locaux en liqueurs et en vin pour le bonheur de nos papilles gustatives. Vous connaissez certainement la liqueur de gingembre ou alors tout simplement la liqueur de Bitacola. Eh bien, allez découvrir ces secrets de transformation et de fabrication à travers le parcours de cet agro-industriel que nous avons rencontré à Douala. Et pour un peu de douceur dans cette édition de carrière, allons circuler sur le piano avec le doigté magique et magnifique de Ruben Binam, l'un des pianistes et chefs d'orchestre de légende dans notre pays. Depuis 30 ans, il accompagne les plus grands artistes et il encadre de nombreux jeunes à qui il inculque les valeurs d'une musique camerounaise qui transcende les divergences et surtout qui traverse les frontières. Jean-Christin Téné, Ruben Binam, c'est le best-of de la success story de carrière. Je dis toujours aux jeunes aujourd'hui, si vous voulez, vous pouvez. On n'arrive pas au succès sans passer par des échecs. L'école qu'on vous enseigne aujourd'hui, c'est pour vous aider à mieux vous intégrer dans la société. Il faut travailler et travailler énormément. Et ne jamais oublier de rendre service pour rien, sans rien attendre. Son discours est l'un, sinon le plus audacieux du monde industriel au Cameroun. À tel point qu'il pourrait bien se convertir au coaching et se faire des milliers d'adeptes. Faut jamais avoir honte d'imiter le bon exemple, car l'humilité précède de la gloire. Un puits de conseils pratiques tiré de sa longue et riche expérience dans le monde de l'auto-emploi et de la vie en général. Il y a beaucoup de leçons à tirer de la Bible. Il y a des leçons entrepreneuriales, il y a tout. Alors, en tant qu'entrepreneur, qu'est-ce que la Bible te demande de faire? Tu peux me répondre? J'ai pas lu dans ce... La Bible nous demande de faire l'agriculture. Je le fais. La Bible nous demande de faire l'élevage. Je le fais. Je ferme les yeux, je fais. Au mariage de Canaan, qu'est-ce que Jésus a fait? Du vin. Je le fais. Donc c'est pourquoi moi je dis, je lis la Bible comme un entrepreneur. Et je fais ce qui est dit.
Parce que c'est le futur. Rencontre avec Jean-Christin Téné, un self-made man devenu plus grand que ses rêves. C'est à Yaoundé, au quartier Fouda, que nous rencontrons pour la première fois Jean-Christin Téné. En cette fin de matinée, l'industriel est en pleine installation d'un showroom dans la capitale politique pour se rapprocher de sa clientèle. Vous savez, ce n'est pas évident pour une personne, un ministre, de se déplacer pour aller à Douala, voir ce que nous faisons. Mais quand nous ramenons ce que nous faisons à côté d'eux, ça permet que par un détour, il peut s'arrêter et déguster quelque chose et découvrir ce que nous faisons. Direction Douala, capitale économique du pays. C'est sur la terrasse de son bureau au siège de Saveur des Vignes, au quartier Ndokban, que nous retrouvons Jean-Christin Téné. Occasion unique de revenir en détail sur son enfance atypique. Je suis né à Bansoa, dans un petit arrondissement. C'est le seul qui porte le nom de quelqu'un, Penka Michel. Le 29 avril 1970 exactement, d'un parent enseignant, catéchiste. Je l'ai quitté pour la ville quand j'avais 5 ans. Donc en ville, on a dû se débrouiller dans les petits métiers. C'est grâce à ce petit commerce que l'enfant de Penka Michel a réussi à financer ses études. Et pas que. Très jeune, il a acquis une des valeurs cardinales de la vie, la serviabilité. Une valeur déterminante dans son parcours, puisqu'elle contribuera fortement à forger sa richesse matérielle. Quand j'étais tout petit, je crois que je devais avoir 14-15 ans, il y avait un monsieur qui était dans mon quartier. Je le dis, il est vivant. Hein? Monsieur Fotso Polycap, s'il m'écoute, il est vivant. Il peut témoigner, il est là. Hein? Je venais devant sa porte. C'est un monsieur qui était assez bien à l'époque. Il avait une voiture. Il travaillait énormément et il rentrait toujours avec sa voiture qui était sale. Et généralement, il venait se reposer un peu. Il ressortait toujours vers 19h pour aller s'amuser avec ses amis. Sa voiture était sale et j'ai pris sur moi de nettoyer cette voiture gratuitement. Il ne savait pas qui le faisait pendant des mois. Jusqu'au jour où nous on est allé au village. On est allé au village pour récolter les arachides au mois d'août. Sa voiture a fait 1 mois sans être lavée. Il a commencé à se poser la question, mais qu'est-ce qui se passe? Qui le faisait? Mais il ne trouvait pas. Subitement, au mois de septembre, je suis revenu et j'ai recommencé à laver. Il est sorti un jour, subitement, ça a commencé à être propre. Le lendemain, il a garé la voiture, il est entré et 10 minutes après, il est sorti. Il m'a surpris en train de laver la voiture. Toi, c'est qui? Pris de peur, j'ai commencé à pleurer. Il m'a dit, viens ici. Je me disais qu'il devait me faire du mal. Mais curieusement, j'entends, il appelle son épouse. Bernadette, viens. Cet enfant a droit à un plat de nourriture tous les jours dans cette maison. Et il se tourne, il s'en va. Désormais, je veux te voir ici tous les jours. Les pleurs se sont transformés en larmes de joie. Enfin, j'avais un tuteur qui me donnait à manger tous les jours. Ce nouveau tuteur va également faire de celui qui transportait déjà les marchandises dans un pousse-pousse dans les marchés de Bafoussam pour payer ses études, l'unique pousseur agréé dans sa boutique. Une aubaine pour le jeune homme qui va lui permettre de financer ses études au collège Saint-Thomas d'Aquin de Bafoussam jusqu'à l'obtention du baccalauréat, en même temps qu'il donne des cours de répétition dans la ville pour arrondir les fins de mois. S'il n'est pas ridicule à l'école, Jean-Christin prend très vite conscience que sa voie est loin des bancs de l'université de Yaoundé qui lui tendait pourtant les bras. Quand j'ai eu le bac, je n'ai pas, malgré les conditions, j'ai jamais été mauvais à l'école. Au vu des conditions qui se présentaient, je suis revenu le voir et je lui ai dit, grand, je ne peux pas aller à l'université. Il faut que je me débrouille. Qu'est-ce que tu veux faire, m'a-t-il demandé. J'avais un de mes amis d'enfance qui faisait du cosmétique. Ah, j'ai dit, je veux aussi faire le cosmétique comme tel. Je veux me débrouiller. Il se met à rire. Je me rappelle, je l'ai tendu ce jour 35 000 francs.
J'avais vendu ma plaque de gaz et ma bouteille de gaz que j'utilisais à l'école. Je lui ai remis. Il s'est mis à rire. Il m'a fait une facture, je crois que ça devait être dans les 300 quelque chose de mille. Quand je commence mon commerce, à l'époque, on a été la dernière promotion qui faisait les oraux. J'ai commencé mon commerce le 18 juin. Je n'ai pas eu le temps de préparer les oraux. Ça ne me disait plus rien. Le jour, on lit, j'étais admissible. Il fallait passer à l'oral. Je n'ai pas appris. Bon, je suis allé, hein. J'ai porté ma petite caisse de cosmétiques et je me pointe devant la salle, là où il y avait les oraux. Et puis le professeur dit, mais attends, tu vas où avec ça? J'ai dit, pardon, c'est ma marchandise. Il veut parler, il dit, non, si vous ne voulez pas, je pars même. Parce que je ne sais pas à quoi ça va me servir. Il me dit, mais attends, tu as eu... Je dis, oui, je ne suis pas venu passer l'oral. Je pose ma petite caisse de cosmétiques sur un angle et je m'en vais donc m'asseoir. Ça a attiré l'attention de tous les jurys, ils se sont levés. Mais attends, c'est quel enfant ça? On me pose la question, il me pose la question. C'est quoi ça? C'est mon petit commerce. Tu le fais depuis quand? Depuis que j'ai fini l'écrit là. Mais pourquoi tu n'as pas préparé les oraux comme les autres? Je lui ai posé la question, ça va me servir à quoi? Du moment où je sais ce qui va se passer après. Regardez comment les gens sont à l'université, ils n'ont rien à faire. J'ai préféré commencer tôt à me débrouiller. Qu'est-ce que tu comptes faire? Je lui ai dit depuis un mois et demi là, je vends en moyenne 5 000 par jour. J'arrive à faire des économies de 1 500, 2 000 par jour. Ça va me faire 60 000 au bout d'un mois. Et au bout d'une année, je compte économiser à peu près 700 000. Et quand j'ai fait mes petits calculs, je me suis dit que si je vais à l'université là, je vais dépenser encore de l'argent, d'autant plus que même pour arriver là où je suis là, j'ai dû être pousseur. Ça ne sera pas évident. Or, mes amis qui veulent à l'université, qui partent, vraiment là, je vais économiser mes 700 000. En 3 ans, ça va faire 2 millions. Et quand ils vont sortir de Ngouakele, me retrouver dans le chômage, j'aurai quand même mes 2 millions pour commencer. Alors eux, ils n'auront rien. J'aurai 2 millions et 3 années d'expérience sur le terrain. À la fin, ils me disent, c'est bon. J'ai dit que mais vous ne me posez aucune question. Ils me disent que mais on a fini. Je dis mais attends, vous me demandez rien. Je me suis dit que bon ok, comme ils ont vu que je ne connais rien, je suis sorti, j'ai porté mes produits, j'ai mis sur ma tête, je suis parti. Le jour du résultat, on me dit mention bien. Je dis que mais attends, j'ai répondu quoi? Je n'ai rien répondu. Un jour, je rencontre un de ses professeurs. Je lui pose la question car tu ne m'as jamais posé de question. Comment j'ai... Il me dit qu'au contraire, tu as répondu plus que tout le monde. Parce que n'oubliez pas, l'école qu'on vous enseigne aujourd'hui, c'est pour vous aider à mieux vous intégrer dans la société. Et tu nous as démontré que tu as déjà pris de l'avance. Tu es très loin. Est-ce qu'il est écrit que si tu es né pauvre, tu dois finir? J'ai commencé avec le cosmétique. J'ai fait moins de 2 ans dans le cosmétique. Après, j'ai commencé le Nigeria. J'ai commencé à aller au Nigeria acheter pour venir vendre. J'ai fait, je crois, 7 ans. Lors de mon séjour au Nigeria, j'ai décidé de fabriquer un sac pour lequel le planteur devait désormais mettre le maïs à l'intérieur seulement et vendre comme ça. C'est-à-dire que lui, il ne pèse plus. Puisque je m'étais rendu compte que les corsaires nous trompaient. On fabrique un sac. On sait déjà quand on met le maïs ou le haricot ou ainsi dedans, on sait déjà, le planteur sait déjà avant de quitter de chez lui que c'est tel truc et il le vend à temps. Il ne vend pas en dessous de ça. C'est ainsi que j'ai créé les sacs Mafco. Beaucoup de gens me connaissent sous le nom Mafco. J'ai créé ce sac et c'était mon premier brevet à l'OAPI. Pendant que je faisais les sacs, en 2000, j'ai lancé la téléphonie mobile. Mais avant de commencer la téléphonie mobile, j'avais déjà commencé le cybercafé. Parce que moi, travaillant beaucoup à l'international, allant chaque fois dans les cyber pour envoyer les mails, j'ai dit mais pourquoi je n'en fais pas au mien? Je l'ai fait et j'ai fait le premier grand cyber de Bafoussam. Ça s'appelait encore Cyber Mafco, cybercafé. Pendant que j'avais le cybercafé, j'avais beaucoup de visites. Beaucoup de visites. J'ai lancé donc, les gens ont d'abord commencé à venir demander les recharges. Est-ce qu'il n'y a pas les recharges ici? Il n'y a pas. J'ai dit, mais attends, si je vends les recharges, pourquoi ne pas vendre les téléphones? C'est comme ça que j'ai commencé à vendre les téléphones. J'ai vu que c'est un truc qui marchait. J'ai décidé de solliciter un agrément des distributeurs chez Orange Cameroun.
On m'avait dit à l'époque, oh, on peut plus, on prend plus, on m'a raconté toute une histoire, on prend plus de distributeurs. Mais on m'a quand même dit, non, tu peux travailler sous un distributeur qui est déjà là. Je me rappelle à l'époque, j'ai pris ce distributeur qui était là. On m'a dit, travaille avec lui, j'ai travaillé avec lui. J'ai fait exploser les chiffres de ce distributeur. En tant que sous-distributeur, j'ai fait exploser. En mars, il y avait une foire, la foire régionale de Bafoussam. J'ai dit, ok, c'est l'occasion à saisir. Je dois passer distributeur officiel. J'ai fait un stand qui battait celui d'Orange Cameroun, qui était plus beau. Ce qui fait que quand les dirigeants d'Orange Cameroun venaient à la foire, mais ils se dirigeaient plutôt chez moi avant qu'on ait dit non, 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 c'est pas ici. Votre stand, c'est là-bas. Et quand tout le monde venait, on dit que mais qui est ce distributeur qui a fait un stand plus que nous? On lui dit il n'est même pas distributeur, il est sous-distributeur. On dit quoi? Il est sous-distributeur. Mais attends, corrigez-moi ça. C'est un distributeur là-bas. Avant la fin de la foire, mon compte 009 était ouvert à Orange Cameroun. Courant février, il y a eu des événements de la fin. Ça nous a bloqué ici à Douala à la maison pratiquement une semaine. Et je me dis, ben, qu'est-ce qui se passe? Je discutais, moi aussi je venais d'arriver à Douala, les intrants sont trop chers, les ceci, tout ça. Et là, qu'est-ce qu'il revenait? La vie est chère, on n'arrive pas à manger, on arrive... Je commence à dire que, ben attends, voilà une opportunité. Pourquoi ne pas regarder de ce côté? Pour éviter que les gens ne grèvent. C'est comme ça que je commence à regarder un peu l'agro et de regarder comment faire baisser le coût des intrants qui aident à cultiver. Écoutez bien, les plaies d'un enfant qui a souffert. Cet épisode m'a fait comprendre qu'il fallait que je pense encore à quelque chose d'autre que la phytosanitaire. Je me suis rendu compte que quand nous on allait dans les coopératives vendre les produits phytosanitaires, ben, tu te rends compte, tu viens dans une coopérative à qui on a donné 1 milliard, les gars achètent les produits Marcy pour 300 millions, hein? Mais tu te poses la question, qu'est-ce qu'ils font avec le reste d'argent? Ce jour, j'observe, ils ont acheté le vin pour plus que 300 millions. J'ai dit que, mais attends, je suis venu voir la phytosanitaire, vous êtes des planteurs, vous n'achetez même pas pour 3, mais vous allez acheter le vin pour 400 millions. Les gars nous disent que c'est ça qui nous donne la force pour qu'on aille travailler au champ. Ah, j'ai dit que ok, il n'y a pas de problème. On va alors chercher le vin aussi. Pendant que je côtoyais le planteur, il y a des moments où tu donnes les produits phytosanitaires maintenant au planteur. Tu reviens pour prendre l'argent, il te dit qu'il n'a pas l'argent. Mais j'ai cultivé, mais je n'arrive pas à vendre. J'ai fait un séjour au nord, Cameroun, j'ai vu des stocks de soja incroyables qui dormaient dans des magasins, le maïs, ainsi de suite. J'ai dit ok, pourquoi ne pas consommer aussi une partie? C'est-à-dire avant même que le chef de l'État ne lance le mot Made in Cameroun, transformation locale, j'ai dit, je crée une ferme. Souvent, quand je vais venir là, quand je trouve trop de maïs, je prends aussi, j'utilise dans ma ferme. C'est comme ça que je crée la 3e entreprise, Boncher, qui est spécialisée dans l'élevage. J'ai pris une 12 hectares de terrain là-bas du côté de Yabassi. J'ai commencé à faire de l'élevage. Donc désormais, quand je livrais, je prenais. Je peux te donner des produits phytosanitaires, tu n'as pas l'argent à me donner. J'ai dit donne-moi le maïs, donne-moi le soja. Vous voyez très bien que les 3 entreprises que j'ai sont liées. Aucune entreprise ne s'est créée au hasard, ni sur un coup de tête. C'est un besoin réel sur le terrain qui m'a amené à créer une entreprise. Donc c'est comme ça que je crée la ferme Boncher. Et quand je crée la ferme Boncher, tout autour de la ferme, sur 12 hectares, les bâtiments ne prennent pas plus d'1,5 hectare. Donc on a à peu près 10 hectares, 8 hectares qui sont libres. Et chaque fois, j'étais obligé de prendre les produits phytosanitaires pour désherber. Après, je dis que mais attends, pourquoi ne pas cultiver? Mais qu'est-ce qu'il faut cultiver? On a essayé plusieurs cultures qui ne donnaient pas, on essaye. Jusqu'à un jour, je suis de passage dans un espace qui n'était pas encore cultivé. Je vois une tête d'ananas. Il poussait seul. Mais il avait fait un fruit gigantesque, sans engrais naturellement. J'ai dit à Njombe, allez me chercher 2000 plants d'ananas à Njombe. On est venu, on a mis les 2000 plants. C'était un succès. En fait, c'était sa terre même.
La vie de tout un chacun est tracée, on ne force pas le destin. T'as dit que tu seras président, tu le seras. La récolte de cette variété d'ananas apporte une nouvelle lumière dans la carrière de Jean Christin. En tentant de vendre les fruits directement sur le marché, il se rend compte qu'il ne gagne pas grand-chose. Il entreprend alors de transformer ses fruits en jus naturel et se lance définitivement dans la transformation. Quand on veut, on peut. Surtout si nous avons l'amour de ce que nous faisons. L'amour de ce que nous faisons est extrêmement important. Je dis toujours à mes amis, à tout ce que je côtoie, quand quelqu'un me dit qu'il a monté une industrie et que tu me dis au pif, la matière première de cette industrie est importée, pour moi, tu n'as rien fait. On doit, au Cameroun, faire des industries qui dépendent de la matière première locale. Et c'est pourquoi, au niveau du Made in Cameroun, nous avons bien voulu différencier avec un certain nombre de personnes la différence entre le Made in Cameroun et Origine Cameroun certifiée, que nous avons mis sur pied avec Jacques Ndébi, qui est quelqu'un qui est très calé dans les certifications, l'un des rares au Cameroun. Coca-Cola, c'est Made in Cameroun. Ben, c'est un produit camerounais. Véritable précurseur de ce label, il met sur le marché des produits issus de la transformation des produits de la terre, apportant une touche unique de modernité dans nos traditions. Pourquoi est-ce que nos parents, quand ils s'assoient dans les comment je peux dire, les petits endroits là où on boit du vin blanc, ainsi de suite, il a toujours son bitacola en train de mâcher avec du vin blanc, il boit un peu. Pourquoi ne pas permettre que cette pratique soit industrialisée et déposée sur cette table à tout moment? C'est ce que nous essayons de faire aujourd'hui. La première chose, c'est nous insistons beaucoup sur le packaging. Quand vous travaillez le packaging, vous avez imaginé, vous avez fait un produit, faites-le goûter par 2, 3, 4, 5 personnes. Ne dites pas non, on va découvrir au marché. Non, les gens peuvent découvrir au marché et te dire c'est dégueulasse. Les producteurs d'origine Cameroun certifiés devraient apprendre à faire goûter leurs produits à tout le monde. On n'arrive pas au succès sans passer par des échecs. L'échec vous permet d'apprendre et de corriger. Si vous vous arrêtez parce que vous avez échoué 2 fois, vous avez perdu votre temps. L'échec n'est qu'un tremplin vers la réussite. Confiant en l'avenir, il n'a de cesse de travailler pour atteindre les sommets. Déjà propriétaire d'une quarantaine de brevets, il se dote de moyens pour aller au-delà de ses propres rêves, pour tutoyer ceux du continent tout entier. Je consacre tout mon temps au travail. Mais depuis un bon bout de temps, j'essaie un peu d'aller au cinéma, à Canal Olympia. Et je me dis peut-être, c'est par rapport au projet de Miracle Film Studio. L'image vend. L'image a un pouvoir. Et je compte passer par l'image pour transmettre à nos petits frères, à nos jeunes, un message d'espoir. On doit croire en l'Afrique. Nous autres, ils ne nous envoyaient pas à l'extérieur. Sur un piano, ses doigts défilent sur les touches, faisant jaillir l'inspiration du moment. Dans son regard brûle une flamme incomparable qui consume l'âme et d'où s'échappent des mélopées uniques. Un rare concentré de sensibilité lorsqu'il est au piano sur scène et d'exigence et de rigueur dans la vie quotidienne. Un artiste engagé, déterminé à mener ses combats pour une meilleure reconnaissance du statut de l'artiste au Cameroun. Difficile d'énumérer en un seul paragraphe tous les qualificatifs qui définissent Ruben Binam Bikoy. Vous pouvez l'applaudir parce que demain c'est eux. Voilà, on est là pour présenter le demain aussi. Rencontre avec l'un des gardiens du temple, un défenseur acharné de la musique live dans le respect des canons établis.
Né un 21 juillet au milieu des années 70 à Yaoundé, Ruben Binam est le fils du professeur Charles Binam Bikoy, figure très connue de l'intelligentsia et des milieux culturels camerounais et africains. Son enfance, un lien indéfectible avec l'art et la musique. J'arrive dans une famille où personne ne choisit son père. Mon père, il vient de fonder le YUM, quoi. Le Yaoundé University Music, avec ses copains, ils ont mis ça en place autour des années 72. Moi, j'arrive quelques temps après, mais il est à fond dans l'art, la musique, l'écriture. Et puis finalement, je trouve mon chemin autour de 6, 7 ans, 8 ans, plutôt dans le dessin. Et c'est ça que j'aime faire. Au milieu de ses cours de piano et de chant à domicile, surmontés par des parties endiablées de football avec ses amis du quartier, Ruben Binam entame sa scolarité à Yaoundé. Le primaire passé avec brio, il se retrouve au collège de la retraite et là encore, la musique va le rattraper. Au collège, au même moment, vous avez le principal du collège de la retraite, Feu Bellinga Clément Mathieu, qui décide que lui doit créer un orchestre. Quand il fait la tournée des classes, mes camarades me dénoncent parce qu'il arrive dans notre classe et alors qu'il y a des notions de musique ici, moi je fais le mort. Toute la classe me pointe du doigt comme ça. Bon, c'est comme ça que commence mon histoire avec l'orchestre du collège de la retraite naissant, où je suis, tenez-vous bien, chanteur. Plus tard, à l'Université catholique d'Afrique centrale, qu'il intègre en 1994, il imite son père qui, une vingtaine d'années plus tôt, avait créé le Yaoundé University Music Band. Ruben met sur pied la Cato Music Band. Tous les week-ends, je faisais de la musique. À votre avis, c'est moi qui dois me plaindre d'avoir... Donc je pense qu'au fond de lui, il savait qu'il aurait un musicien. Hein. Vous savez, les aînés, ils sentent des choses que nous, on ne sait pas. Pourquoi il insistait autant en fait? Puisqu'aucun de mes frères et sœurs finalement n'a fait de la musique, c'est moi qui en fais. Donc ça veut dire qu'il plantait une graine. Je crois que je ne suis pas en contradiction avec les attentes de mes parents parce que paradoxe et paradoxe, l'instrument sur lequel j'ai appris à jouer, c'est ma mère qui l'a fait venir. Je vous parle des années 87 quand même, hein, faire venir un orgue de la France là-bas, loin à Bordeaux, jusqu'au Cameroun, il faut le vouloir quand même. Direction le cœur du centre culturel Ubuntu. Occasion idoine pour évoquer la carrière professionnelle de Ruben Binam, une carrière qui débute au milieu des années 90. Sur la base du noyau de la Cato Music Band, va naître à Yaoundé le Makaz. Les choses se font de manière spontanée et naturelle parce que je suis à l'université, je prépare mes partiels. Lorsque Roger Minka, qui était déjà avec moi dans l'orchestre universitaire, il me donnait un coup de main sur cette activité-là. Lorsqu'il vient me chercher, je suis en plein stage bloqué. Et il vient me dire, écoute, j'ai besoin de toi. Mais c'est hors les murs de l'université catholique en Colbison. Il fallait aller en Colmessing, chez Blick Bassi. Et là-bas, préparer un événement qui, je mets les doigts comme ça, vous comprendrez pourquoi, qui devait avoir lieu le 18 mai 1996. J'arrive là-bas, je découvre des jeunes gens qui jouent, mais bon, qui ne savent pas que c'est important, que ce qu'ils font est intéressant, quoi. Je dis ça comme ça, c'était mes congénères. Je découvre notamment Blick Bassi parce qu'on est dans la cour de la maison familiale chez lui. Nelly Atangane, et puis d'autres qui n'ont pas fait partie forcément de l'aventure finale. Mais... Et puis j'ai une émotion quand on joue ensemble. Et puis on revient encore. Finalement, l'histoire du 18 mai, là, ça n'a jamais eu lieu. Mais je crois que finalement, le destin a créé ce prétexte pour que je voie ces gens, que je ressente quelque chose. Et puis on est arrivé ici le 18 mai, ici. Et dans l'intérieur, derrière ces murs, là, on a créé formellement le groupe Makaz. Le nom, une évocation au refuge naturel que constitue la case familiale. Un retour aux sources et un lieu de retraite naturel pour tous les mélomanes. Une prémonition par rapport au type de musique que le groupe propose à son public.
Une fusion entre le jazz, le R&B, mais surtout les sonorités locales. Avec Serge Maboma, Cory Degemo, Rodi, Blick Bassi, Henri Okala et les autres, Ruben passe au niveau professionnel. Je pense que l'être humain décide très peu de ce qui lui arrive dans la vie. Mais par contre, il doit assumer. Il doit assumer les interactions avec le monde, avec la vie, avec autrui. Et finalement, je pense que dans cette recherche de moi-même, je me suis simplement rendu compte à un moment donné que je devais suivre ce chemin. Et puis finalement, quand on fait les choses ensemble, on construit des chansons, on construit un vivre ensemble. Et puis finalement, ces chansons-là, il faut bien les enregistrer quelque part. Et là, on a tous les problèmes du monde pour le faire. Il faut trouver les solutions pour ça. Et puis finalement, on arrive à l'enregistrement de l'album. On rencontre quelqu'un, et là encore, c'est une rencontre. Je parle à Sam Bende pour faire court, qui décide de regarder de près ce dont je lui ai si bien parlé, ce que je lui ai présenté avec une certaine assurance. Et puis, il vient à notre showcase et il saute de sa chaise. Et donc, je ne lui ai pas raconté d'histoire. Lui aussi, il entre dans la dynamique et il dit vraiment, ça, je vais m'occuper de ça, je vais le produire. Et c'est comme ça qu'on a notre premier producteur. Et notre premier album, finalement, le premier album, produit par Sam Bende, est un succès total. Le titre Etam tourne en boucle dans toutes les stations radio et télé du pays et du continent. Il vaut d'ailleurs au groupe le prix de révélation de l'année 1999 au Cameroun. Prix découverte RFI en 2001 et meilleur groupe espoir d'Afrique au Kora Awards en 2003, entre autres distinctions. Makaz devient rapidement une référence sur le continent et se forge une solide réputation. Une réputation qui parvient aux oreilles du Papi Groove, la légende Manu Dibango. On est au Baiser Salé dans les cheminements de Makaz qui devient un groupe international en 2001. Après le prix RFI en 2001, nous sommes en 2002 sur Paris pour nos interactions internationales. Il faut enregistrer le deuxième album. Je m'occupe de la production exécutive. Donc on est obligé de le faire à Paris parce que c'était le choix de nos bailleurs de fonds. Et puis c'était aussi notre choix parce qu'il fallait repartir sur une expérience différente de celle qu'on avait déjà au pluriel au Cameroun. Et donc entre les deux, entre le studio et les interactions professionnelles, eh bien, il y a le Baiser Salé, ce jazz club-là qui nous a adoptés à Paris. Et donc nous avons un premier showcase au Baiser Salé. Et puis on finit de faire le son et on entre dans nos loges. Et pendant qu'on est en train de se préparer dans les loges, la concentration et tout, on entend ce rire-là. Ce rire que le monde entier connaît. Et il est en train d'accéder à nos loges. Et on se retrouve nez à nez avec le géant Manu Dibango. Et là, on est choqués. Et il est venu nous saluer et nous féliciter parce que, et je cite ses propos, très peu de jeunes artistes musiciens du Cameroun auraient eu le courage de venir dans un jazz club à Paris pour commencer, quoi. Je n'oublierai jamais. Et le fait qu'il soit venu là, je ne savais pas qu'il y avait une perspective avec lui. Nous, on s'est dit, ah, il est venu. Et ensuite, il nous a écoutés pendant quelques temps. Il était heureux, il était dans le public. Je vous laisse imaginer ce que c'est que d'être assis en 2002 à Paris, dans un jazz club pour la première fois, et d'avoir Manu Dibango dans le public. Après cet épisode français, nous, on ne savait pas qu'il y aurait une suite au Cameroun. Et voilà que Manu Dibango débarque en 2003 au Cameroun. Et il est invité dans le cadre de l'ouverture d'un lieu qui s'appelait à l'époque la Pêche Music Hall. Et il décide qu'il va faire cette ouverture avec nous. Et c'est comme ça que va commencer la vraie aventure entre Manu et Makaz. Après la Pêche Music Hall, nous sommes embarqués pour Montréal en juillet 2003. Et nous nous retrouvons en Amérique du Nord à jouer avec Manu Dibango dans le cadre d'un festival, les Nuits d'Afrique. Je me suis occupé de Makaz 15 ans. Donc en 2011, moi, j'ai envie d'arrêter, pas pour casser quelque chose, pas parce que je suis en colère, non. Mais parce qu'entre-temps, j'ai développé une plateforme beaucoup plus importante qui est censée aider Makaz d'une autre manière. Et je suis à l'étroit à l'intérieur de la cellule de départ,
Par contre, en développant cette plateforme que vous voyez aujourd'hui, on peut aider un projet et d'autres encore. Donc la question c'était d'aller plus loin que le noyau de départ. Et puis cette phrase encore, et si le grain ne meurt? et encore d'être devenu promoteur, entrepreneur culturel dans un pays qui a besoin qu'on voit plus loin que son petit ego d'artiste. Je n'avais pas le choix, je devais sortir de l'œuf. Et il fallait, en sortant de l'œuf, arriver à des étapes, comme je le disais, de structuration et de contribution au niveau social et même stratégique. Désormais, de l'autre côté de la pièce en back-office, Ruben adosse le costume de directeur artistique et chef de projet pour de nombreux artistes venus solliciter ses services. Son expérience avec le Macaz a fait de lui une référence dans le milieu. Avec Alizé Équateur, la maison de production qu'il fonde en 2004, il produit et accompagne une centaine d'artistes camerounais, les plus connus, le groupe Ex Malea, dont la rencontre est tout autant anecdotique que spéciale. Je m'en vais aux répétitions chez Macaz. Je n'ai pas prévu que je vais rencontrer des gens qui vont me demander d'être producteur. Et puis finalement, ils viennent me voir et ils décident que je dois travailler avec eux. Je dois devenir leur directeur musical en quelque sorte. Et puis finalement, de directeur musical, je deviens leur producteur sur un album. Et puis on coproduit le deuxième album parce qu'ils sont en train de grandir aussi dans la profession. Et c'est comme ça qu'en 2002, ils me donnent donc cette occasion de passer de l'autre côté. C'est eux qui ont fait de moi un producteur. Les albums Exil et Ex Malea qu'il produit pour le groupe propulsent Roger Auguste et Aïs au sommet des charts et en fait des stars continentales et planétaires. La collaboration avec le groupe se poursuit bien au-delà de la production de ces albums. En 2014, Ruben Binam est aux côtés du groupe lors de leur concert inédit à l'Olympia Bruno Cocatrix de Paris en France. Vous savez, quand on est producteur, c'est pas toujours la joie, hein. Il y a beaucoup d'ingratitude, ça c'est connu. Beaucoup d'artistes qui passent par vos mains et qui ne sont pas reconnaissants, qui ne savent pas dire merci. Parce que pour être producteur, il faut aimer les gens. On ne s'enrichit pas en étant producteur de musique. Je sais de quoi je parle. Pour être producteur de musique, il faut vraiment avoir envie d'aider les autres. Et parfois, on y met tout ce qu'on a. Et donc, merci à Ex Malea parce qu'ils m'ont rendu fier. Et ils m'ont rendu cette reconnaissance-là. Dans chacun des albums qu'il signe en tant que directeur artistique, producteur ou même auteur, Ruben imprime une empreinte indélébile. Il met un point d'honneur à promouvoir les valeurs universelles de la musique et surtout une authenticité à respecter. Je suis de ceux qui disent aujourd'hui les enjeux sont tels que l'Afrique doit s'affirmer au niveau mondial. Loin de l'esbrouf, parce que ce qui m'écoeure aujourd'hui, c'est que la musique africaine, et j'assume ce que je dis, ça va plaire, ça va pas plaire, c'est pas la question, j'assume ce que je dis. La musique africaine aujourd'hui, elle est basée sur l'esbrouf. Allez chercher ce mot dans le dictionnaire pour ceux qui vont écouter. L'esbrouf, c'est-à-dire une espèce d'escroquerie intellectuelle où on met, je sais pas moi, où on met en avant ce qui marche avec des béquilles, quoi. L'esbrouf. Alors moi, je travaille pour que demain, après-demain, Manu Dibango, Francis Bébé, qui n'ont pas été du tout dans la tricherie, mais qui ont été de vrais artistes, de vrais musiciens au sens où on l'entend, c'est-à-dire ils sont capables de se tenir sur scène sans un ordinateur, suivez mon regard, sans un ordinateur et de faire de la musique. Ils sont capables d'utiliser leurs doigts, leurs pieds pour jouer d'un instrument de musique. Ça nous manque, ça. Une identité qu'il préserve et transmet aux membres du collectif Kemit 7 qu'il a formé et avec qui il écume désormais les scènes du pays et du continent. Le Kemit 7 collectif est encore une cellule de départ. C'est l'équipe avec laquelle je travaille tous les jours pour mettre en forme cette dynamique-là. Donc je les salue aussi parce que ce sont des jeunes gens, des jeunes filles qui ont pris le pari de
de suivre ce chemin-là. C'est difficile de travailler, hein. Je ne suis pas tendre tous les jours, désolé. Et eux, ils ont accepté de travailler avec une personne comme moi qui est assez dure dans le travail. Et pour centraliser la gestion de toute cette machinerie et l'implémentation de sa vision unique, Ruben n'a pas hésité à transformer l'arrière-cour de son domicile familial en un centre culturel unique, le complexe culturel Ubuntu. C'est la case où chaque fois que je partais sur les routes, avec ma case, avec Ex-Malea, avec Manu Dibango, ben c'est là où je revenais. Et chaque fois, j'étais triste de revenir dans une cour qui était, ma foi, boueuse, herbée. Et après avoir vu des endroits dans le monde comme ça, pas plus grands d'ailleurs que cette cour, parfois on faisait 20 heures d'avion et on arrivait à un endroit qui était 4 fois plus petit que ça. Et on se disait, mais j'aurais pu rester dans ma cour chez moi et jouer. Ou alors non, j'aurais pu rester à la terre battue et faire la même chose, le même concert à Yaoundé. J'aurais pu. Pourquoi est-ce que nous, partant d'Afrique, on doit toujours faire plus de sacrifices que les autres? La question que je pose à ce niveau, est-ce que le musicien qui est né à Toulon a besoin de venir jouer à Ezeka pour développer sa carrière? La réponse est non. Pourquoi le musicien qui est né à Ezeka, à Edea, à Bafang, à Garoua, doit partir jouer à Cambridge, à Paris, à Oxford ou je ne sais où pour réussir sa carrière? Moi, je l'ai fait et j'ai vu. Ce n'est pas une bonne chose pour les musiciens africains de construire cette démarche parce que de toutes les manières, vous partez perdant dès le départ. Pour déplacer un orchestre comme le Kemitset Collective, il me faudrait quoi? 15 billets d'avion? Vous savez économiquement ce que ça me coûte? À l'époque, je l'ai fait avec ma case, 7 billets d'avion systématiquement, aller-retour. Pas une fois, pas 2 fois, pas 10 fois, N fois. À un moment donné, il faut faire un bilan économique et changer d'approche. Et à force justement de subir ça en tant que leader de projet artistique, moi j'ai dit non, ça suffit, il faut qu'on joue chez nous. Mais pour qu'on joue chez nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va s'asseoir sur le bord de la route et dire on n'a pas fait ci, les pouvoirs publics n'ont pas fait ça, tel n'a pas fait ça. On n'en sortira jamais. Donc finalement, moi j'ai pris le pari de faire ma petite part. Qui a besoin d'une scène? C'est moi. Alors puisque j'ai besoin d'une scène, eh ben, je construis ma scène et je fais mon métier. Entre les ateliers pour enfants durant les vacances et les week-ends, ainsi que les salles de répétition et studios d'enregistrement pour artistes, le complexe Ubuntu est aussi une école. Dans cet espace où il se retrouve très souvent en matinée, il a une vue globale sur ses projets et surtout sur l'avenir qu'il souhaite donner à Ubuntu. Une vision unique calquée sur les valeurs africaines ancestrales. Je considère personnellement ce que vous voyez, le complexe Ubuntu, comme un point de départ, une maquette, une cellule mère. L'idée, c'est de l'emmener partout où cela est possible. Déjà, Ubuntu, c'est universel. C'est un concept que l'Afrique donne au monde. On parle souvent de la charité africaine, on parle souvent de la générosité africaine. Finalement, c'est cette charité qui nous a ouverts au monde. Malheureusement, pour les conséquences que l'on sait. Si nous n'avions pas voulu que les gens viennent sur nos côtes, ils ne seraient pas venus. Donc c'est Ubuntu qui a fait que ces bateaux accostent chez nous. On les a pris comme nous, on sait prendre les gens. Et eux, ils sont venus avec des fers et avec de la poudre à canon pour nous enchaîner et nous déporter. Mais ceux qui s'arrêtent à cette image, à mon humble avis, se trompent. Parce qu'il faut regarder au-delà de cette image. Le fait qu'ils nous aient déportés fait que nous soyons dans les 4 coins du monde aujourd'hui. Après les larmes, peut-être le réconfort. D'un autre côté, si nous n'avions pas voulu, après avoir vécu cela quelques siècles plus tôt, les recevoir une nouvelle fois encore avec leur Bible et leur évangélisation, ils ne seraient pas entrés chez nous. Et pourtant, nous avons réussi à pardonner et une nouvelle fois à leur tendre la main. Et ils sont venus sous une forme de colonialisme.
dans un dessin de colonialisme. À chaque fois, c'est Ubuntu qui a permis que nous puissions faire preuve de résilience, de pardon et surtout d'humanité, malgré tout. Et je crois qu'Ubuntu, c'est un concept que l'Afrique a enseigné au monde. Par-delà les douleurs, par-delà les frictions, par-delà les contradictions, la paix, le vivre ensemble. La question du changement peut être source de stress au quotidien dans le domaine professionnel et même personnel. Changer ses habitudes peut être source d'interrogation parce qu'il y a toute une démarche derrière. On ne change pas pour changer et on ne change pas n'importe comment. Pour connaître et comprendre toute la démarche à suivre pour réussir efficacement son changement, Roland Kwemen est notre coach en développement personnel. Avec ses 20 ans d'expérience dans l'encadrement des entreprises et des individus, il nous donne ici ses conseils et astuces pour un changement efficace et efficient. C'est le coaching. Chers leaders, salut, je suis Roland Kwemen, coach et formateur en leadership, fondateur du cabinet Go-Ahead Africa Limited. Bienvenue à cette session de coaching. Comment gérer efficacement toute démarche de conduite de changement? La conduite de changement, également appelée Change Management en anglais, consiste à accompagner un projet de réorganisation de toute entité selon une méthodologie spécifique. À quel enjeu pouvons-nous faire face dans un processus de conduite de changement? Nous aurons identifié pour notre session 7 enjeux. Le premier enjeu, les enjeux socio-politiques, culturels et juridiques. Le second enjeu, les enjeux socio-économiques. Le troisième enjeu, les enjeux organisationnels. Quatrième enjeu, enjeu d'ordre stratégique. Le cinquième enjeu, enjeu psychologique. Nous aurons en sixième enjeu les enjeux technologiques. Et enfin, le septième enjeu, les enjeux environnementaux. Chers leaders, dans tout processus de conduite de changement, on doit se poser la question, quelles sont les parties prenantes intéressées? Nous avons essentiellement la direction, les managers, l'ensemble des employés, les parties prenantes extérieures, les consultants, les experts. Quels sont les facteurs clés de réussite d'une conduite de changement afin d'anticiper sur les éventuels blocages qui pourraient survenir durant le processus de conduite de changement? Il est important de mener des réflexions stratégiques sur ces facteurs clés de succès qui feront de la conduite du changement une expérience agréable, mais surtout enrichissante. Il est important, en un, que la direction soit engagée dans le processus, afin que le processus puisse réussir. En deux, une culture du changement établie avec l'engagement de l'ensemble des acteurs. En trois, une bonne communication interne pour une meilleure transparence et un climat social apaisé. En 4, un développement axé sur le bien-être des parties prenantes intéressées. Et enfin, une entreprise, une organisation apprenante, ancrée sur une culture d'excellence opérationnelle. Comment piloter efficacement la conduite du changement? Chers leaders, nous allons identifier ensemble ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Commençons par ce qu'il faut faire. Les 5 étapes de la conduite du changement. En 1, expliquer le changement. Quand je parle d'expliquer le changement, ce n'est pas seulement la communication, ici c'est la pédagogie. Et en 2, développer davantage l'écoute. Ici, le leader, meneur de ce processus doit avoir l'humilité de pouvoir demander des feedbacks. En 3, il faut impliquer les réticents. Les réticents s'y sont transformés en alliés, alors votre processus devient tout simplement exceptionnel. Mais il y a toute une
technologie derrière pour pouvoir amener les réticents à devenir des véritables alliés. En 4, il faut proposer des formations et du coaching. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, on a peur du changement parce que peut-être on n'est pas outillé à cette nouvelle aventure humaine. Et enfin, il faut récompenser ceux qui auront mouillé le maillot, ceux qui auront fait preuve d'adaptabilité. Ce qu'il ne faut pas faire, chers leaders, c'est 1, d'imposer, de 2, de sauter les étapes, 3, ne pas ou mal communiquer, et en 4, ne pas impliquer l'ensemble des parties prenantes. Chers leaders, nous sommes arrivés au terme de notre session. Je voudrais à présent partager avec vous ce proverbe. Pour un arbre, changer de place, c'est la mort. Pour un homme, changer de place, c'est la vie. À titre de rappel, les leaders d'impact sont des apprenants. S'ils cessent d'apprendre, ils cessent de performer. Pas de performance, pas de progrès. C'est ici que s'achève cette édition du magazine Carrière. Nous reviendrons dans un mois avec le même plaisir, avec une nouvelle saison de votre magazine à la recherche des profils atypiques et inspirants qui vous permettront à vous aussi, à travers ces exemples concrets, de construire votre chemin vers le succès. D'ici là, je vous souhaite à tous et surtout aux élèves et étudiants de la République du Cameroun une excellente rentrée scolaire pour le compte de l'année 2025-2026. N'oubliez pas, seul le travail, l'abnégation et la discipline sont la clé pour votre succès à vous. Bonsoir. Ce programme vous a été offert par Castelbeer. Castelbeer, le goût de la réussite. Je suis Afrique, terre de tous les hommes. Je suis toi, moi, lui, l'autre, fier d'entreprendre, de réunir, de réussir. Je suis Afrique. Mélange de vie, de langue, de couleurs, de parfums, de goût fort. Je suis libre, créatrice inspirée, sensuelle et vibrante. Je suis Afrique des réussites nouvelles. Castelbeer, le goût de la réussite.